merci beaucoup. Pour poursuivre cette table ronde, nous allons parler des axes d'amélioration possibles pour la souscription. C'est un sujet. Alors, justement, je reviens sur le rapport Lucie que j'évoquais au début de l'émission. Il y a une petite mention, justement, sur la souscription, le processus de souscription dans les conclusions de ce rapport. Je voudrais avoir votre avis sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré, quelle est la situation actuelle, quelles sont les difficultés aujourd'hui qu'on peut rencontrer. Alors, pas uniquement côté, on va dire, courtier, assureur, avocat, mais également côté assuré, quelles sont les difficultés qu'il y a à souscrire une assurance cyber. Je pense également que ça dépend de la taille des entreprises et du marché. Comment on peut améliorer ce parcours de souscription sans forcément aller tout de suite à des solutions, on va dire, rapides, simplistes, mais des solutions qui permettent vraiment d'analyser le risque, voilà, au mieux. Peut-être bien. Je pense qu'il y a eu, effectivement, sur les 2 dernières années, il y a eu une forte montée des demandes des assureurs, mais qui s'est entendue aussi, parce que voilà, on a eu la sinistralité qu'on a eue, et il y avait peut-être un certain retard en termes de cybersécurité chez certains de nos clients en France. Donc ça a été aussi cette augmentation des demandes et cette montée en technicité des demandes chez les assureurs a permis aussi chez certains assurés de se mettre à niveau et de pouvoir aujourd'hui revenir sur le marché en ayant des garanties qui soient adaptées, etc. Après, effectivement, il y a encore tout la difficulté, c'est d'avoir une vision un peu plus harmonisée des demandes, parce que au cours des 2 dernières années, on a eu chaque assureur voulait son questionnaire, et si on ne travaillait pas sur leur modèle de questionnaire, on n'avait pas leur capacité, donc ça a été assez compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye aussi en tant que courtier d'avoir une vision harmonisée de l'approche des risques. Alors ça, c'est surtout sur les grands risques. En tout cas, on essaye de limiter au plus, enfin, pas limiter, mais en tout cas d'harmoniser les questions et de venir avec des solutions et d'accompagnement en amont de nos clients, pour que derrière le voyage, en tout cas vers la souscription de la police d'assurance, soit plus tranquille et en tout cas le plus agréable possible. Oui, pardon. Oui, non, mais juste une précision pour les gens qui nous regardent, et peut-être un élément de contexte. Est-ce que ce qu'on voit en France, et je leur donne la parole, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est partout pareil ailleurs? Est-ce que c'est parce que globalement, moi, quand je discute avec mes homologues de la région Méditerranée, Europe, Moyen-Orient, on a à peu près tous les mêmes difficultés sur l'approche de la souscription. Après, il y avait des pays, des zones géographiques comme les Nordiques où là, ils sont toujours un petit peu les meilleurs en termes de cybersécurité, mais en termes de tout. Donc, oui, c'est culturel, ils font les choses bien. Mais après, si on regarde l'Allemagne ou l'Italie, l'Espagne, par exemple, ils ont les mêmes difficultés que nous. Enfin, ils ont eu les mêmes difficultés que nous sur l'appréhension des grands comptes. Après, sur les ETI, etc., nous, en tant que courtier, ce qu'on essaye aussi, c'est d'accompagner plus les clients en amont pour aussi pouvoir leur dire aujourd'hui, vous êtes à tel niveau en termes de cybersécurité, voici ce qu'il vous faut que vous puissiez faire pour être aujourd'hui relativement, si ce n'est limité de manière que vous puissiez vous assurer de manière correcte, avec forcément des degrés plus ou moins élevés, mais en tout cas, il y a un grand travail en amont qu'on fait avec des consultants externes ou internes, et puis après il y a toute cette masse de TPE, PME sur lesquels tout sera pas toujours possible, et il y a des insurtech qui ont des approches assez intéressantes pour accompagner ces clients-là en termes de cyberassurance en tout cas. Et est-ce que on voit aussi de plus en plus peut-être de captives aussi apparaître, de nouvelles formes de... Oui, il y a beaucoup de clients ont choisi quand on parle de captifs, tout de suite on parle quand même de très grands comptes. Donc effectivement, sur les clients très grands comptes,
tous se sont posé la question, en tout cas, s'ils n'ont pas mis en place de captifs, de faire des études avec des captives. Et puis il y a eu aussi, au 1er janvier 2023, la création de Myris. Alors c'est pas une captive, hein, mais c'est une mutuelle de clients, très grands clients au niveau européen. Et effectivement, ça a aussi permis à ces clients de eux-mêmes appréhender leurs risques et contrôler leurs risques de manière mutualisée, quoi. C'est un peu un retour à la mutuelle contre l'incendie du 19e siècle, comme c'est intéressant de voir que sur... C'était Factory Mutual. Exactement. De voir que on revient sur des mécanismes anciens d'assurance. De solidarité. Alors qu'on est au 21e. Et comment ça a été perçu, ça, côté assureur, la création de ces captives? Est-ce que c'est quelque chose qui... Très bien. je rigole. Non, mais tout à fait. En fait, enfin, je dirais que c'est un non-événement. Des captives, il en existe déjà. Déjà, il y a plein d'entreprises qui ont des captives dans les grandes entreprises. Il y en a plein qui ont des captives, qui les déploient ou pas sur le risque cyber. Ce qui a changé, il ne faut juste pas se méprendre. Ce qui a changé, c'est que avant, c'était compliqué de monter une captive en France et c'était beaucoup plus facile de la monter au Luxembourg ou en Belgique. Et que maintenant, c'est aussi facile de la monter en France, c'est tout. C'est ça. Il n'y a aucun autre changement derrière. Donc les captives, ça existait déjà, ça continue à exister. Et c'est déjà intégré dans un certain nombre de programmes cyber. Il y a des captives qui jouent déjà un rôle. Myris est arrivé, donc, qui est la mutuelle d'assurance. C'est très bien. Elle est venue résoudre une problématique qu'il y avait sur un marché, qui était une problématique de manque de capacité. Donc Myris est arrivé à apporter de la capacité, ce qui est très bien. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien ensemble. Par contre, je voudrais revenir après sur le processus de souscription. Oui, voilà, sur les limites de l'exercice. Ouais, les limites de l'exercice, parce que, effectivement, je me suis permis d'ouvrir Lucie et d'avoir l'article sous les yeux, et où on dit que les PME ne sont tout simplement pas outillés pour répondre à un questionnaire de plusieurs dizaines de pages. C'est assez logique. D'ailleurs, il y a aujourd'hui plein d'offres sur le marché de l'assurance en France pour des PME qui peuvent s'équiper en assurance cyber avec moins de 5 questions. Il y en a même, il n'y a pas du tout de questions. Les Insurtech aujourd'hui. Même dans les assureurs traditionnels, sur les petits comptes, il y a des processus hyper simplifiés. Donc ça existe déjà. Il n'est pas là le problème. De la même façon, pour les entreprises de taille moyenne ou sur les grandes entreprises, on reproche aux assureurs de poser des tas de questions. Bah oui, c'est vrai, c'est un peu embêtant. Les assureurs, ils veulent comprendre ce qu'ils veulent assurer. Il faut voir aussi quand on va assurer une entreprise, une ETI, ça veut dire quoi quand on va assurer une ETI? On va mettre 5 ou 10 millions, dire que s'il y a un sinistre, on va payer 5 millions ou 10 millions. Quand on va mettre sur un grand compte, on va mettre 10 millions, 15 millions, 20 millions ou plus, c'est pareil. C'est-à-dire s'il y a un sinistre, on va sortir 10 millions ou 15 millions. Nous, en tant qu'assureur, on va poser des questions sur les ETI. Oui, on peut poser peut-être une dizaine de questions. Sur les grands comptes, ok, notre questionnaire, il fait 4 pages. Donc, on pose des questions, c'est normal. Mais allez à la banque, quand vous allez demander d'emprunter 30 000 € à la banque, combien de questions ils vous posent? Il y a un comité. Donc, quelque part, c'est normal que l'assureur cherche à comprendre ce qu'il va assurer. Après, sur homogénéiser le processus, ça va être très compliqué. Puisqu'en fait, les assureurs qui sont présents sur le risque cyber, ils ont des bases de travail qui sont différentes. Leur vision du risque, elle est différente. Et si vous comparez la façon dont AXA XL va souscrire un risque, ou AIG, ou Chubb, ou Beazley, ou Allianz, la façon dont ils vont souscrire un risque, elle est totalement différente. Parce qu'un risque cyber dans le portefeuille de Beazley ou dans le portefeuille d'AXA XL ou dans le portefeuille d'AIG a une position qui est complètement différente. Donc la vision de l'assureur, elle est différente par rapport à lui. Donc on ne pourra jamais avoir un processus identique sur ce risque-là. Donc oui, effectivement, il faut travailler sur une façon de faire. Aujourd'hui, sur les grands comptes, on a souvent ce qu'on appelle les roadshows qui sont pas mal faits. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais les assureurs derrière, ils ont aussi beaucoup de travail pour après ingurgiter ces informations et les manager. Donc oui, il faut évoluer, mais il ne faut pas rêver. Jamais on va avoir un moment où ce que veut faire un peu la Direction Générale du Trésor, en disant on veut simplifier, ça veut dire quoi simplifier? Il voudrait que les assureurs disent à toutes les entreprises, venez vous assurer chez nous, on ne vous pose pas de questions, puis en plus ça ne va pas vous coûter cher. Donc, non, ça ne marchera pas.
Après, je pense qu'il faut relativiser. On cherche une harmonisation parce qu'on a vécu quand même 2-3 années où on a fait face à des assureurs qui étaient très orthodoxes et qui voulaient leur questionnaire à tout prix, alors que quand même, il y a de la redondance quand même entre chaque assureur sur les questions. Donc, quand on fournissait un questionnaire de compagnie X, si on pouvait limiter à 4 questions qui ne sont pas reprises dans le questionnaire de la compagnie Y, je pense que c'est ces moments-là qui ont été vécus au moment du retournement de marché, qui ont été compliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à une harmonisation du marché sur les demandes, etc. Et chaque assureur, effectivement, a sa petite marotte et il va falloir la respecter. Et ce que disait Luc est tout à fait vrai. Chaque assureur n'a pas la même politique de souscription parce qu'ils n'ont pas les mêmes ADN. Et c'est vrai en cyber, mais c'est vrai dans toutes les branches d'assurance. On ne peut pas demander à un assureur d'accepter tous les profils de risque. Ok. Là, je voudrais d'ailleurs en profiter pour passer la parole un peu à Eleonora sur ces questionnaires. Est-ce que ces questionnaires sont vraiment utiles lorsqu'on a un sinistre ? Est-ce que c'est des choses qu'on peut facilement opposer à un assuré s'il y a eu une mauvaise réponse à une question ? Est-ce que c'est des choses que vous voyez ? On voit très souvent à l'occasion d'un sinistre, on va dire donc d'abord le rapport forensique, puisqu'on est postérieurement au sinistre, on travaille sur l'investigation technique et on se rend compte qu'il y a des lacunes chez l'assuré du point de vue justement de la cybersécurité. Et là, on a l'idée d'aller chercher le dossier de souscription, et dans le dossier de souscription, il y a le questionnaire. Et parfois, on se retrouve aussi avec des questionnaires anciens, puisqu'il n'y a pas forcément eu des questionnaires de renouvellement, etc. Et des questions qui sont parfois trop larges ou mal posées ou imprécises, etc. Et effectivement, quand on est un assureur et qu'on voit qu'il y avait une réponse à une question, une question très basique, dire est-ce que vous avez la double authentification quand un utilisateur se connecte et qu'on dit oui et qu'on se rend compte au moment de l'analyse forensique que cette double authentification n'existe pas, on se dit en tant qu'assureur génial, je vais pouvoir opposer cette réponse à mon questionnaire pour on va dire opposer une déclaration inexacte. Je parle pas de mauvaise foi, etc., parce que c'est très compliqué à prouver, mais ne serait-ce qu'une déclaration inexacte ou une omission de déclarer un nouveau risque. Bien souvent, quand on retourne voir les questions, elles sont pas suffisamment précises pour permettre à un assureur d'opposer cette mauvaise réponse. Donc il y a effectivement un mouvement d'harmonisation, même s'il n'est pas souhaitable que tous les assureurs forcément aient le même questionnaire, et je comprends tout à fait ce que dit Luc, mais de toute façon il y a un travail qui est déjà fait aujourd'hui, et les questionnaires d'aujourd'hui sont quand même bien mieux ficelés que ceux d'il y a quelques années. Donc, oui, et puis on peut avoir un assuré qui a dit je fais du MFA parce que c'était un projet, ça devait se faire dans les 3 mois, et puis finalement le budget n'est pas arrivé. Enfin, c'est pas forcément. Oui, c'est pas forcément de mauvaise foi. Ces réponses-là, en plus, elles ont été données plusieurs années en arrière. Les réponses qu'on fait très basiquement et parfois innocemment à ce questionnaire. Après, voilà, nous, quand on est dans un processus de gestion de sinistre, on va rechercher ça et on trouve pas forcément la réponse adéquate. Donc oui, ça pose des difficultés, mais néanmoins, voilà, toujours dans cet esprit d'accompagnement des assureurs envers les assurés, on trouve toujours une solution.